Pour les écrivains, un pseudonyme c'est le moyen de se construire un personnage, de se donner un nom plus doux à l'oreille, ou peut-être aussi plus vendeur, mais pour d'autres, c'est aussi l'opportunité de cacher ses plus noirs secrets. Bienvenue pour un nouvel épisode des mystères de la littérature. Installez-vous confortablement et laissez-moi vous raconter une petite histoire. Anne Perry est une écrivain anglo-saxonne les plus reconnues dans le genre du polar historique. Elle a 70 livres à son actif, des millions d'exemplaires vendus dans le monde, de nombreux titres traduits en France, mais rien ne l'attendait au séisme qui va lui arriver dessus l'année 1994. Mais avant, il va falloir faire un petit tour dans le temps, quitter l'Angleterre et nous diriger vers la Nouvelle-Zélande. Le destin de deux adolescentes va se croiser en février 1952 au lycée pour filles de Christchurch en Nouvelle-Zélande. L'une d'elles s'appelle Pauline Parker. Elle est issue d'une famille modeste qui tient une pension de famille. Elle est passionnée par les arts, l'écriture et les sculptures en argile. Même si elle a de bonnes notes à l'école et qu'elle est une bonne élève, elle n'est pas très bien intégrée. Elle reste renfermée sur elle-même, elle a un air boudeur et un côté garçon manqué. Elle n'a pas d'amis et elle passe les 3/4 de son temps seule dans sa chambre. Juliette, elle, c'est un peu le contraire, puisque déjà elle vient d'une famille aisée, car son père est recteur à l'université de Cambridge. Et malgré tout, ses parents ne manquent pas une occasion de la laisser toute seule, même quand elle est malade. Juliette, c'est une jeune fille extravertie qui n'a pas peur de tenir tête à ses professeurs, qui déborde d'imagination et qui adore se déguiser en fée ou en reine. Elle a tout d'une reine de beauté. Elle est souriante, mince, elle a les yeux bleus, elle est blonde. Elle est la lumière, quand Pauline, elle, pourrait être l'ombre. Et malgré ces différences, les deux jeunes filles vont très vite se lier d'amitié. Parce que déjà, elles ont plusieurs points en commun. Tout d'abord, elles sont toutes les deux en marge de la société. Elles ont toutes deux une santé fragile. Juliette, elle, a des poumons défectueux suite à une pneumonie qu'elle a attrapée quand elle était enfant. Quant à Pauline, elle a une maladie rare qui fragilise ses os. Et elles sont toutes deux de très grandes fans du chanteur d'opéra Mario Lanza. Juliette et Pauline vont commencer à passer toute leur journée ensemble, à tel point qu'elles vont devenir inséparables. L'une ne peut pas aller sans l'autre. Cette amitié va devenir extrêmement fusionnelle, à tel point que les limites de cette amitié commencent à se flouter et que cette amitié va basculer dans la folie. Quand on est au primaire et au collège, on a tous expérimenté ce sentiment d'exclusivité par rapport à une amitié, puisque les amitiés font partie des premières relations qu'on tisse avec quelqu'un d'autre et tout de suite il va avoir un sentiment voilà, de possession par rapport à une ou un meilleur ami et une envie de ne pas vouloir le partager avec quelqu'un d'autre. Donc ça, je pense que c'est une expérience assez normale et qu'on expérimente chacun de manière plus ou moins intense. Donc au départ, c'est ce qu'on peut supposer pour cette amitié entre Juliette et Pauline. Mais ça va aller au-delà de ça, au-delà d'une amitié fusionnelle. Juliette et Pauline ne vont pas uniquement s'inventer des histoires, écouter la musique ou passer des après-midi à faire de la bicyclette. Non, ça va aller au-delà de ça parce qu'elles vont déjà commencer à construire leur propre univers dont elles seules ont accès. C'est-à-dire qu'elles vont découvrir le 4e monde. Le 4e monde, c'est un univers dont seulement une poignée de personnes y ont accès, puisqu'il faut exploiter une partie du cerveau que les 3/4 de la population n'arrivent pas à utiliser. Et elles sont un peu une forme de génie qui leur permettent d'accéder à ce 4e monde et ainsi d'atteindre une certaine paix, une béatitude, de voir un monde que les autres ne peuvent pas voir. Mais ce 4e monde qui au départ était un symbole de paix, d'apaisement et qui pourrait peut-être se limiter à simplement voilà, un surplus d'imagination pour ces deux adolescentes, va vite devenir beaucoup plus complexe et beaucoup plus malsain. Déjà, à partir de ce 4e monde, les jeunes filles vont créer tout un imaginaire.
et ça commence par inventer une nouvelle religion. Dans son journal, Pauline écrit le 14 juin 1952 « Juliette et moi avons décidé que la religion chrétienne était une farce et nous avons décidé de créer la nôtre. » Pour créer donc leur propre religion, elles décident d'associer les chanteurs, les acteurs et toutes les personnalités masculines qu'elles adorent à des saints qu'elles vont vénérer, c'est-à-dire qu'elles vont créer un autel avec des cierges, avec leurs photos, et elles vont associer une personnalité à un saint qui est surnommé il, lui, etc. En parallèle de ce lieu de culte, elles vont réaliser des figurines en argile à l'effigie de ces saints, donc c'est-à-dire des personnalités, des chanteurs qu'elles admirent, et à côté de ça, elles vont encore plus développer leur imaginaire en inventant dans ce quatrième monde comme un roman fantasy en fait, des aventures chevaleresques avec plusieurs personnages où il y a des complots, des combats, des prises de pouvoir, de l'amour, du sexe, etc. Donc vraiment elles vont créer leur propre univers et elles vont également créer des sculptures en argile à l'effigie des personnages de ces aventures chevaleresques, mais très vite ce quatrième monde qui au départ était quelque chose d'apaisant va devenir par ces aventures de guerre et de complot quelque chose d'extrêmement sanglant parce que il y a énormément de meurtres, de sang, de combats, etc. Et tous ces éléments on va les retrouver dans le journal de Pauline mais aussi dans les lettres que plus tard les jeunes filles vont s'échanger, mais je vais en reparler. En parallèle, la relation entre Juliette et Pauline va devenir de plus en plus ambiguë puisqu'elles vont commencer à se rapprocher physiquement, c'est-à-dire qu'elles ne vont plus se lâcher d'un centimètre. À l'école, elles sont toujours côte à côte, elles se tiennent la main et elles vont même jusqu'à s'embrasser, mais jamais la relation amoureuse qu'il peut y avoir entre les jeunes filles ne va être abordée dans notamment le journal de Pauline de manière explicite, puisque la seule chose qui est dite c'est que à la sortie de l'hôpital, après que Juliette ait été hospitalisée suite à une tuberculose et donc elles ont dû se séparer pendant plusieurs mois, Pauline va dire dans son journal « Le retour de Juliette est merveilleux. Je crois que je pourrais tomber amoureuse de Juliette. » Voilà, c'est la seule chose que dit Pauline et qui pourrait laisser entendre des sentiments amoureux. Il y a d'autres éléments après dans le futur qui vont laisser très clairement penser qu'il y a eu une relation amoureuse entre les deux jeunes filles, mais ça n'a pas été clairement dit par les deux adolescentes. Après voilà, elles étaient encore dans une situation où elles commençaient à se chercher, donc clairement aussi l'homosexualité elle était très mal vue à l'époque, donc ce qui peut supposer que rien n'était dit de manière claire. Mais ce qui commence à devenir aussi très surprenant, c'est que durant les longs mois de séparation entre les deux adolescentes, quand Juliette était à l'hôpital et donc elles ne pouvaient pas se voir, elles ont commencé à échanger énormément de lettres où elles se faisaient passer pour les personnages de leur univers du quatrième monde et notamment pour un couple princier. Alors je ne sais plus qui était le roi et qui était la reine, mais en tout cas chacun avait son rôle prédéfini et tout simplement elles s'écrivaient des lettres d'amour. Et c'est là où il y a eu un premier passage où la fiction et la réalité commençaient un peu à s'entrechoquer et à se mêler. Au cours de l'année 1953, les parents des deux adolescentes commencent à trouver cette amitié socialement incorrecte et donc ils vont décider de limiter leur temps ensemble et d'essayer de les séparer un petit peu, mais ça ne va ne faire qu'aggraver les choses puisque les deux jeunes filles vont commencer à sombrer de plus en plus dans leur univers qu'elles sont créées de toutes pièces et à partir de là elles vont carrément changer leur prénom puisqu'elles vont décider de se faire appeler Gina et Déborah. En décembre 1953, la mère de Pauline commence à s'inquiéter pour sa fille parce que elle a perdu beaucoup de poids, elle n'a plus de bonnes notes à l'école et donc elle décide de l'emmener voir un psychiatre qui lui conseille de séparer les jeunes filles à un certain temps pour tout simplement pour que Pauline aille mieux. Et donc les parents décident d'un choix commun d'interdire les filles de se voir
du 21 décembre à la fin janvier 1954. Sauf que ça ne fait qu'aggraver les choses puisque les filles ont des crises de nerfs monumentales et elles sont furieuses contre leurs parents respectifs, elles sont dévastées, elles pleurent, elles passent leur journée à pleurer et Pauline dans son journal va même dire qu'elle a des pensées suicidaires. Pauline et Juliette sont donc dévastées, elles détestent leurs parents, elles détestent le monde entier et elles ne rêvent que d'une chose, c'est de s'enfuir ensemble et vraiment d'être loin de tout ça, de toutes leurs règles et de vivre voilà, cette amitié, cet amour qu'elles ont toutes les deux à l'écart de tous. Et c'est le 23 janvier 1954 qu'elles commencent à élaborer un plan pour s'enfuir. Elles pensent à se prostituer pour gagner de l'argent rapidement parce que leur objectif c'est d'abord d'aller à New York pour publier leur livre qui, elles sont sûres, sera un succès et ensuite partir à Los Angeles, épouser leur idole. Et malheureusement c'est là où leur lien avec leur famille respective va commencer à se distendre et il va y avoir plusieurs éléments qui vont profondément affecter Juliette et Pauline. En février, la relation entre Pauline et sa mère explose complètement. Pauline lui en veut horriblement. Pour elle, c'est de la faute de sa mère si aujourd'hui on essaye de la séparer avec Juliette. Donc elle remet voilà, la faute de cette séparation et de la décision des Hulme et des Parker, en tout cas de leur famille, de vouloir les séparer. Elle remet toute la faute sur sa mère. Et elle a même des pensées meurtrières envers elle puisqu'elle dit dans son journal « Pourquoi mère ne peut pas mourir ? Des douzaines de gens meurent tout le temps, des milliers. Ainsi, pourquoi pas mère ? La vie est très dure. » On voit déjà une énorme cassure entre Pauline et sa mère. Et du côté de Juliette, elle de son côté, elle va surprendre sa mère avec son amant. Donc ça va être également un énorme choc pour elle parce que elle adorait ses parents, le couple qui représentait, etc. Et donc qui représentait pour elle une certaine aussi stabilité. Mais à côté de ça, elle va en profiter pour faire du chantage à sa mère et en échange de son silence, elle va lui demander de l'argent pour partir aux États-Unis, ce que sa mère va accepter, même si c'est 100 livres et honnêtement c'est pas grand chose et c'est pas avec ça qu'elles vont pouvoir se payer des billets pour aller aux États-Unis. Et malheureusement pour Juliette, quelques temps après, ses parents vont décider de divorcer et ils font le choix de l'amener chez sa tante en Afrique puisque sa mère elle va rester en Nouvelle-Zélande et son père je crois il va partir en Angleterre et donc pour sa santé, en tout cas il prétexte pour sa santé qu'elle va devoir partir en Afrique chez sa tante. Et là c'est le drame total. Cette décision d'emmener Juliette en Afrique, vous l'imaginez bien, ce n'est pas seulement pour sa santé, il y a aussi une volonté de vouloir séparer définitivement Juliette et Pauline puisque lors de son dernier rendez-vous avec un psychiatre, et bien le psychiatre a révélé à la mère de Pauline que tout simplement elle était sûrement lesbienne et donc ce qui a créé tout simplement un cataclysme dans cette famille et auprès des Hulme et donc ils ont choisi d'une commune décision de séparer les deux jeunes filles. Juliette et Pauline vont essayer par tous les moyens de convaincre leurs parents ou sans leur autorisation de trouver un moyen de partir ensemble en Afrique puisque le départ est prévu pour le 3 juillet, seulement rien n'y fait et donc vers la fin du mois de juin, elles décident de concocter un plan assez inédit et étrange. Elles décident d'éliminer pour elles le seul obstacle qui les empêche de partir ensemble en Afrique, la mère de Pauline. Et c'est le 22 juin qu'elle passe à l'action. Le 22 juin au matin, Juliette récupère au fond de son jardin une demi-brique qu'elle cache dans son sac. Puis elle se rend chez Pauline. Les deux jeunes filles en profitent pour se réfugier dans la chambre de Pauline et Pauline prend un morceau de bas de collant et elle place la brique dans ce collant pour tout simplement en faire une arme. Et elle cache tout ça dans le sac de l'une d'entre elles.
Elle discute un peu avec la mère de Pauline et elles ont prévu l'après-midi de se rendre à un salon de thé. Ce qu'elles font. C'est-à-dire que vers 13 h, les deux jeunes filles et Madame Parker vont prendre le bus pour aller au salon de thé aux alentours du parc Victoria. Elles se rendent au salon de thé, elles discutent tranquillement. Voilà, la gérante du salon de thé dit que vraiment elles avaient tout d'un groupe lambda, normal. Voilà, la situation était calme, posée, il n'y avait rien de suspect. Et vers 14h30, 15h, presque 15h, eh bien elles ont terminé et donc elles décident de faire un petit tour dans le parc avant de rentrer et de reprendre le bus. Sauf que donc elles commencent à s'aventurer sur l'un des sentiers qui était un peu excentré du parc. C'est un terrain assez boueux, rocailleux, donc vraiment assez difficile d'accès avec des chaussures de ville. Mais elles décident de s'y aventurer pendant plusieurs minutes. Et au bout d'un certain temps, Juliette fait tomber une petite pierre rose qu'elles avaient récupérée dans la matinée, c'était issu d'une broche. Elle fait tomber cette petite pierre rose sur le sol et elle l'indique de manière innocente à Madame Parker. Madame Parker donc se retourne, se baisse et c'est là que les filles en profitent pour tout simplement la tuer à coups de briques. Vers 15h20, on voit deux jeunes filles qui accourent vers le salon de thé. Elles sont hystériques, elles hurlent, elles pleurent, elles sont couvertes de sang sur le visage, sur leurs vêtements et elles hurlent à l'aide. Voilà, il y a notamment Pauline qui dit maman est blessée, il faut l'aider, elle s'est cognée la tête, etc. Il faut absolument l'aider. Donc voilà, elles sont vraiment dans un état hystérique second. La gérante du salon de thé va même essayer de les calmer en leur donnant une tasse de thé, mais les filles sont tellement déconnectées qu'elles boivent le thé qui est bouillant, donc vraiment elles se brûlent la gorge, mais elles sont tellement hystériques sous le choc que rien n'arrive à les calmer. Vraiment on voit vraiment qu'elles sont complètement déconnectées de la réalité. Le corps de Madame Parker est retrouvé sans vie, elle a reçu donc plusieurs coups à la tête et sur le corps. À côté de ça, la pierre et le collant sont retrouvés et la police va commencer à mener l'enquête. Plusieurs suspects vont être interrogés et suspectés, notamment le père de Pauline, mais très rapidement, eh bien, la police trouve tout de suite les coupables, qui sont nul autre que Juliette et Pauline, et donc ils vont vite découvrir la vérité, notamment grâce aux journaux intimes de Pauline qui avait marqué en détail tout simplement tout ce meurtre, en fait, le fait que c'était totalement prémédité, parce que notamment la veille elle a écrit: je me suis levée tard et j'ai aidé mère vigoureusement ce matin. Déborah a téléphoné, Déborah donc c'était Juliette, a téléphoné et nous avons décidé d'utiliser une roche dans un bas plutôt qu'un sac de sable. Nous avons revu le meurtre entièrement. Mère a accepté tout joliment et l'événement heureux doit avoir lieu demain après-midi. Ainsi, la prochaine fois que j'écris dans ce journal, cette mère sera morte. Comme c'est étrange. Excitation et attente. Meurtre demain. J'ai lavé mes cheveux. Donc voilà, le meurtre était vu comme un événement heureux pour Pauline, en tout cas c'est ce qu'elle a marqué noir sur blanc dans son journal. Finalement Pauline va faire des aveux à la police et elle va essayer à tout prix de disculper Juliette en disant qu'elle n'était pas au courant, que vraiment c'était elle de son plein gré, que Juliette n'est pas impliquée dans cette affaire. Sauf que très vite, grâce notamment aux journaux intimes, la police va voir le lien qui s'est tissé entre elles. Donc les deux adolescentes vont être arrêtées et jugées. Et c'est en août 1954 qu'elles sont condamnées pour homicide volontaire, mais elles vont éviter la peine pénale parce que à l'époque elles n'ont que 15 ans. Elles partent donc en prison et c'est 5 ans plus tard que tout d'abord Juliette va être la première libérée et 15 jours après ça sera au tour de Pauline et depuis elles ont l'interdiction de se revoir à jamais. Ce meurtre, ça a été l'un des plus célèbres de la Nouvelle-Zélande et c'est notamment ce fait divers qui a inspiré le film Céleste Créature de Peter Jackson qui est sorti en 1994 et ça a été le premier grand rôle de Kate Winslet au cinéma. Et c'est là
qu'un pilot twist, si je puis dire, arrive dans la carrière d'Anne Perry, l'auteur de polar historique dont je vous parlais dans cette introduction. Puisque à la sortie du film, elle va faire une révélation extrêmement choquante à son agent littéraire. Elle, l'auteur de best-sellers, de polars qui se sont vendus à des millions d'exemplaires, qui racontent des meurtres et tout simplement qui vont résoudre des enquêtes, n'est autre que Pauline Hulme. C'est après la sortie du film en 1994 qu'un journaliste va décider de mener l'enquête. Et très vite il va faire le lien entre Juliette Hulme et Anne Perry. Juste après la prison, elle s'est exilée en Angleterre sous un autre nom et elle est devenue l'écrivaine qu'on connaît aujourd'hui. En 1994 plutôt, elle a admis publiquement qui elle était et depuis il y a de nombreux documentaires et biographies non officielles, en tout cas qui n'ont pas été validées par elle, qui sont sortis. Mais la chose évidente, c'est qu'elle a toujours nié la relation amoureuse homosexuelle qu'elle a pu avoir avec Pauline. Quant à Pauline, ça a été beaucoup plus compliqué de retrouver sa trace puisque ce n'est que aux alentours des années 2010-2017 qu'un journaliste a réussi à trouver sa nouvelle identité. Elle s'appelle maintenant Hilary Nathan et elle vit elle aussi dans un petit village en Angleterre dans le Kent, à l'écart du monde, et elle gagne sa vie en tant que monitrice d'équitation. Et sa sœur a accepté de se confier au journaliste et donc elle a dit que Pauline vivait un peu la vie qu'elle rêvait d'avoir en tant qu'enfant parce qu'elle vit seule dans une maison entourée de poupées et elle se nourrit essentiellement de confitures, de brioches et vraiment elle vit un peu dans un monde d'enfants et elle ne veut plus jamais entendre parler de cette affaire. Aujourd'hui, Hilary, qui est sur ses 83 ans ou 82 ans, a déménagé en Écosse et elle s'est installée sur une des îles les plus éloignées des Orcades et elle n'aurait aucun contact avec Anne qui, elle, aujourd'hui passe une grande majorité de son temps à Los Angeles puisque vous imaginez bien que à cause du succès de ses romans, il y a de nombreuses adaptations qui ont lieu et vraiment voilà, elle est à Los Angeles notamment à cause de son travail d'écrivain maintenant célèbre. Et c'est sur cette phrase que se termine ce mystère de la littérature. J'espère que ça vous a plu. Moi j'ai adoré découvrir ce fait divers qui est extrêmement sanglant mais assez irréel en même temps, surtout qu'on sait maintenant que l'une des adolescentes qui a commis ce meurtre est une écrivain à succès. Je trouve que c'est assez dingue et je vous conseille aussi fortement de regarder Céleste Créature puisque c'est une très bonne adaptation je trouve de ce fait divers qui va retracer vraiment toute l'ambiguïté et la relation qu'il va avoir entre ces deux jeunes filles mais aussi comment elles vont basculer dans une certaine folie qui va les amener à commettre ce meurtre. Sur ce, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Merci d'avoir regardé cette vidéo, à très vite et si ça vous a plu, mettez-moi un commentaire, abonnez-vous, voilà, à très vite, bye bye.